City Valley, Gigafactories, innovation tout à l'heure. Évidemment, beaucoup de sujets. Maintenant, qui va travailler? Qui va faire toute cette innovation? Qui va travailler dans ces Gigafactories? La question des compétences, on la retrouve en filigrane depuis le début de l'après-midi. On va s'y attaquer maintenant pour de vrai. Donc, comment trouver les talents et notamment les ingénieurs pour faire fonctionner tous ces merveilleux projets dont on entend parler? Comment on va les attirer? Comment on va les former? Comment on va les faire rester? Beaucoup d'enjeux. Pour en discuter, on retrouve mon voisin de tout à l'heure, Daniel Lecca, qui est vice-président de la région Île-de-France et depuis peu en charge de l'Europe, de la stratégie territoriale et des politiques contractuelles. C'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure, mais entre-temps, il y a une promotion, c'est formidable. C'est ça, j'ai promotion et j'ai même déménagé parce que vous venez de dire Île-de-France. Mais... J'ai dit Île-de-France. Ah là là. Déjà tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais parisienne. Après, j'ai eu droit à des petites remarques. C'est Haute-France, pardon. À vos côtés, Amélie Fenzi, fondatrice et directrice de Valeurs et Valeurs, cabinet de conseil, formation et recrutement. Bonjour Amélie. Benoît Robins, bonjour. Vous êtes directeur de la recherche par intérim de Junia et vice-président transition énergétique et sociétale de l'Université catholique de Lille. Et enfin, Antoine Macret, bonjour. De votre côté, vous êtes directeur des Hauts-de-France, innovation et développement. On dit HDFID aussi, hein, c'est ça? Voilà. Alors Daniel Lecca, un peu comme tout à l'heure en fait, je voudrais commencer avec vous par une sorte de panorama. Vous êtes occupé donc de tout ce qui était université. Les Hauts-de-France, ça compte combien d'écoles d'ingénieurs, combien d'étudiants? Alors on a déjà, pour avoir un petit panorama, c'est 235 000 étudiants à peu près au global. Et sur ces 235 000 étudiants, vous avez un peu plus de 18 000 ingénieurs. Alors c'est loin d'être neutre puisque ça positionne la région des Hauts-de-France en bonne position. On estime qu'on est la 3e région en nombre d'ingénieurs formés sur notre territoire. Donc c'est encore une fois loin d'être neutre. Et ça effectivement offre un vivier de jeunes susceptibles de nourrir en ressources humaines les entreprises de notre territoire. En ayant bien en tête évidemment que d'abord la première source pour identifier des bons ingénieurs, il faut d'abord les former chez nous. Donc nous, on a la chance de pouvoir avoir des établissements de grande qualité qui attirent des jeunes d'autres territoires sur notre région Hauts-de-France. Et bien après, tout l'enjeu pour nous, c'est de le stabiliser, puisqu'on a 21 écoles aujourd'hui qui maillent l'ensemble du territoire régional, ce qui est encore une fois un très beau vivier. Et bien nous, on met en place tous les dispositifs, mais on va en parler sans doute tout à l'heure, mais on met en place tous les dispositifs pour non seulement attirer les jeunes sur notre territoire, les fixer, s'assurer qu'ils ne décrochent pas, c'est aussi un enjeu, et faire en sorte qu'ils aient les meilleures conditions de vie sur place, et ensuite les meilleures conditions d'insertion professionnelle sur le marché du travail. Donc les former et les faire rester. Alors à l'époque où j'ai été étudiante, donc avant-hier, n'est-ce pas, ingénieur, c'était vraiment la voie royale. Est-ce que ça l'est toujours aujourd'hui? Benoît Robins, vous qui êtes au contact des étudiants, ça attire toujours cette formation? Alors bonjour à toutes et à tous. On peut déjà noter un premier fait depuis quelques années, 2-3 ans, c'est assez récent, mais un moindre intérêt pour les classes préparatoires. Ce modèle donc classique qui est basé sur 2 années fortement concentrées sur les mathématiques et sans que nécessairement les jeunes voient tout de suite les retombées pratiques. Par contre, l'apprentissage, l'alternance, ce sont des voies qui sont plutôt en croissance. Globalement, il y a toujours un intérêt pour les métiers de l'ingénieur. Par contre, il y a un besoin de formation plus rapidement concrètes, qui suivent les besoins du monde économique et de la société de façon générale. On a aussi un besoin fort de réactivité des organismes de formation, ainsi que d'adaptation des méthodes pédagogiques. Alors former des ingénieurs, ça prend 5 ans, donc nous on dit toujours qu'on a une sorte d'inertie de 5 années, mais en réalité, on va devoir être plus rapide pour faire évoluer les formations, parce que les jeunes sont demandeurs de formation et de métiers qui ont du sens. Mais nous reviendrons plus tard sur cette question du sens. On peut poser tout à fait la question du contenu de la formation et de comment l'adapter aux attentes des étudiants. Avant d'y revenir, peut-être un détour par les entreprises. De votre côté, est-ce que vous les trouvez, les ingénieurs dont vous avez besoin? Déjà, est-ce que vous en avez beaucoup besoin? Et comment se passe un peu cette phase de recrutement? Alors nous, particulièrement chez HDFID, on a régulièrement des besoins de profils ingénieurs qui vont être au contact des entreprises pour les accompagner au quotidien. Mais on a également en face de nous des entreprises qui ont régulièrement ce type de besoin. Et il y a effectivement toujours un besoin bien exprimé, mais en face de ça, des difficultés parfois à attirer, parce que le métier d'ingénieur évolue.
parce que les formations évoluent, parce que le contexte économique évolue. Il y a beaucoup de choses. On est en plein dans le sujet de la transformation. Donc, il y a un vrai besoin de transformer les modèles en entreprise, les modèles d'accompagnement, de formation pour que le besoin coïncide bien à l'offre marché. D'accord. Alors justement, donc vous le disiez, le sens, ça peut être un des moyens d'attirer ces futurs ingénieurs. Qu'est-ce qu'il faudrait injecter dans ces formations d'ingénieurs pour peut-être les mettre un peu mieux en adéquation avec ce qu'en attendent les étudiants aujourd'hui, sans perdre pour autant le besoin réel de l'entreprise derrière, évidemment, puisque derrière, il y a quand même le marché du travail. Tout à fait. On forme des ingénieurs, c'est bien pour qu'ils soient rapidement employés sur le marché du travail. Mais ce que l'on constate, c'est qu'il s'agit de permettre et d'encourager les jeunes à s'engager pour des causes comme le réchauffement climatique ou encore des causes sociales. Les jeunes cherchent un emploi qui a du sens pour eux. Le seul intérêt financier ne suffit plus, comme beaucoup d'entreprises s'en rendent compte. Les entreprises donc, ont déjà bien constaté ce fait et les jeunes accordent une importance croissante à la vie privée. Il y a l'engagement, ce qui relative le poids qu'ils donnent au travail. C'est pas pour ça qu'ils ne vont pas faire le travail sérieusement, qu'ils n'ont pas d'intérêt pour le travail, mais voilà, je note encore des différences significatives par rapport à ma génération déjà fort ancienne où le travail était un vrai engagement, une vraie vocation. Donc oui, les formations doivent évoluer, entre autres pour intégrer systématiquement donc dans leurs apports aux nouveaux challenges contemporains, dont l'atténuation et l'adaptation à la crise climatique en premier, et plus généralement à la préservation de la planète et de notre environnement. C'est un aspect vraiment important. Donc des approches interdisciplinaires sont nécessaires afin de pouvoir aborder ces problématiques de façon globale. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que les générations évoluent très très rapidement. Actuellement, on dit que dans nos établissements d'enseignement supérieur, nous avons la génération Z. Il y a quelques années, on parlait de la génération Y ou Y. Pourquoi ? En fait, on a dans les collèges et lycées une nouvelle génération qui arrive. On parle de génération alpha. Une génération, donc, ce sont des adolescents qui ont principalement connu le Covid, les crises géopolitiques qui se multiplient avec les menaces, la crise climatique, les réseaux sociaux avec leur lot de fake news et de théories du complot, même si ça crée du lien social. Voilà, donc il faut se préparer à accueillir cette nouvelle génération. Donc la question est que l'on doit s'adapter à ces générations plutôt que de dire qu'elles doivent s'adapter à nous. Donc là, il y a un enjeu vraiment important, tout en assurant des bons niveaux de formation, en ne bradant pas les niveaux de formation. Mais alors Amélie, vous êtes un peu au carrefour entre finalement ces nouveaux arrivants sur le marché du travail qui sortent des études et puis les besoins des entreprises. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une adéquation dans les attentes, dans le ressenti? Est-ce que vous trouvez que les entreprises ressentent bien tout ça ou sont un peu à côté de la plaque? Et finalement, comment faire en sorte qu'elles arrivent à se rejoindre ou en tout cas à se comprendre? C'est une question majeure parce que c'est vrai que c'est le sujet. Je pense que on est amené à travailler de plus en plus ensemble, ce qu'on faisait moins avant parce qu'on avait moins le besoin. Aujourd'hui, il y a une vraie réflexion de fond à mener sur comment on accompagne ces jeunes qui veulent plus de sens. Mais ils veulent plus de sens, mais en même temps, ils sont assez contents d'être bien payés aussi. Et ils veulent plus de sens et ils aiment les entreprises à mission, mais ils ne sont pas forcément toujours prêts à faire les concessions qui vont avec ces nouvelles créations d'entreprises. Et donc, il y a un vrai rôle aussi d'éducation, moi je dis presque. J'en suis presque là, nous, quand on reçoit des candidats en disant très bien, tu veux plus travailler dans ce grand cabinet de conseil, mais qui pour autant t'a payé un tour du monde, mais toi, tu penses que tu vas pas revenir parce que quand même, ce sont des grands méchants qui utilisent mal l'économie. Donc il y a aussi tout un sujet de comment les faire grandir dans leur tête à des endroits où ils sont quand même encore adolescents. Donc il y a des sociologues qui disent que l'âge adolescent aujourd'hui dure jusqu'à 35 ans et que nos jeunes n'arrivent à l'âge adulte. Petit encourageant. Donc les jeunes de 24 ans qui arrivent dans nos entreprises, c'est un peu comme nos jeunes ados, et je suis en plein dedans, croyez-moi. Je sais ce que c'est. Bon ben voilà, ils pensent que la vie se résume à avoir des heures de jeux vidéo. Donc voilà, il y a un sujet là, il y a un sujet du sens, mais qui est un sujet partout. Donc le sens, comment on l'aborde. On peut pas tous avoir des entreprises à grande mission sociétale. Et en fait, je pense que
ils ne recherchent pas que ça. Et d'ailleurs, les entreprises à grand sens sociétal, qui pour autant ne sont pas cohérentes derrière, les entreprises les rejettent aussi. Donc ce qu'ils recherchent, c'est un environnement clair, où ils ont l'impression, quand ils viennent travailler le matin, que ce qu'ils vont faire va être utile. Et si en plus ils le font dans un environnement qui est sain et à minima respectueux, c'est-à-dire que on peut avoir dans les entreprises traditionnelles et historiques, avoir généré petit pas par petit pas des systèmes où il y a beaucoup de travail qui ne sert pas à grand-chose. Et ça détruit la valeur au final et le sentiment que quand je fais quelque chose, je ne sais même plus à quoi ça sert. Et ça, ils ne veulent plus. Donc ça, je le comprends quelque part, je trouve ça assez cohérent. Donc là, je peux les rejoindre, il y a d'autres endroits où je ne peux pas les rejoindre. Mais ça veut dire que les entreprises, elles ont un rôle d'éducation à jouer, en plus de la formation, en plus de tout ça. Elles vont vous dire qu'elles n'ont pas le temps ou les ressources peut-être pour le faire, ce travail. Et donc le sujet qu'on est en train d'aborder est un sujet qui n'était peut-être pas aussi important, et ça a été beaucoup dit, je crois que c'était Margot Coréard qui disait que c'est la chose qui l'a plus surprise. En fait, accompagner et réfléchir au fait que demain j'aurai les bonnes ressources pour dérouler ma feuille de route devient un vrai sujet stratégique que je dois opérer à moyen terme et à différents niveaux. Donc c'est toute la chaîne de valeur, comme à d'autres endroits, qui doit être repensée sur comment j'en attire, comment je les recrute alignés avec ce que j'ai attiré, comment je les fidélise. Parce que si j'ai une bonne marque employeur et que donc j'arrive bien à les recruter, mais que derrière je n'arrive pas à les fidéliser, quelque part j'ai gâché beaucoup d'argent. Donc ça, c'est côté entreprise qui peut être fait. Maintenant, côté région, est-ce qu'il y a quelque chose aussi, ou est-ce que finalement, on ne peut pas toujours se reposer sur la région ou sous les pouvoirs publics, ou c'est pas votre enjeu? Alors, quand on dit ça à un politique, généralement, il vous répond, mais non, bien sûr qu'on est à tous les étages, et c'est vrai. Donc, je vais le faire. Puisque, effectivement, la région, elle a un rôle à jouer d'abord dans l'orientation au tout départ. C'est-à-dire comment on attire des jeunes vers ces formations d'ingénieurs, et on sait très bien que la région a récupéré une partie de la compétence orientation, et on l'exerce pleinement. Ensuite, il y a un deuxième volet, c'est comment on s'assure d'une vraie diversité dans les profils qui vont se diriger vers les formations d'ingénieurs. Et en l'occurrence, veniez d'en parler, on a un enjeu notamment de catégorie sociale, c'est-à-dire casser le frein psychologique qui fait qu'un gamin qui n'a pas d'ingénieur dans son entourage se dit je vais quand même aller vers une formation d'ingénieur. Et donc nous, on a un dispositif qui accompagne, qui s'appelle Pré-l'ambition. On a des tuteurs qui vont dans les lycées pour expliquer quelles sont les formations que l'on pourrait avoir, y compris en étant parfois un petit peu loin de ça, pour aller vers les grandes écoles, pour casser un peu le plafond de verre social qui peut parfois exister. Donc on a ces dispositifs-là. Ensuite, une fois qu'on a le jeune dans l'établissement, c'est comment on s'assure qu'il ne décroche pas. Donc là aussi, on a des dispositifs qui permettent d'accompagner des profils avec des tuteurs, des accompagnateurs qui font que quand on se retrouve dans le choc de l'université ou dans le choc de la grande école, on ne soit pas isolé. Donc on va accompagner, on va assurer qu'ils puissent réussir tout au long de leur parcours. Et donc ça veut dire qu'on peut venir en aide avec des bourses. On a aussi des bourses à la mobilité internationale et c'est obligatoire dans les parcours d'ingénieurs. Donc on met en place ces financements qui permettent là aussi de permettre à ces jeunes de réussir leur parcours universitaire. Et puis ensuite on est là pour s'assurer d'une certaine manière que les voies et les formations qui sont dispensées dans notre région soient adaptées à la réalité du besoin économique. Et ça c'est une relation permanente que nous jouons en tant que chef de file de l'enseignement supérieur et de la recherche en région. On a un schéma régional. Dans le cadre de ce schéma, on essaye de créer le dialogue avec des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt pour innover sur les pédagogies, sur les engagements, on vient de le dire, sur les formations, sur les besoins que nous avons dans notre territoire, sur la base de ce que, évidemment, les entreprises nous disent, parce qu'on essaye d'être animateur, on essaye d'être assemblier de tout cet écosystème qui est complexe et qui a besoin d'instances de dialogue, et c'est ce que nous faisons, et c'est ce qui nous permet aussi d'être, finalement, à chaque étape de la vie de l'étudiant, au rendez-vous de ses besoins et au rendez-vous des besoins des entreprises, puisqu'encore une fois, la principale ressource dont on a besoin, c'est la ressource humaine. Mais justement, Amélie Fenzi, quand vous regardez le marché de l'emploi, est-ce que vous remontez les entreprises, les offres, où est-ce qu'elles se situent aujourd'hui, où est-ce qu'il y a le plus de besoins, et est-ce que ces besoins sont comblés, ou est-ce qu'il y a des zones de tension très particulières aujourd'hui dans la région ? Oui, il y a des zones de tension très particulières sur les métiers d'ingénieur aujourd'hui, où dès qu'on a besoin de choses très spécifiques, alors si en plus on met ingénieur plus informatique, alors là, ça devient vraiment très compliqué. C'est le sujet de comment les attirer à Lille.
et en home office. Ils veulent aujourd'hui du home office. Donc aujourd'hui, les sujets qu'on a, c'est on a des gens qui veulent être bien là, mais ils veulent venir 2 jours par semaine. Et donc comment on fait ça, puisqu'il y a d'autres entreprises qui vont leur apporter ça. Et donc on a beau avoir un territoire très attractif, que ça soit depuis la vie étudiante, la qualité de l'enseignement ou même la qualité des entreprises. Je pense que là-dessus, ça a été vraiment très très bien travaillé. Le sujet, c'est comment on réfléchit à toutes ces stratégies qui permettent d'intégrer ces nouvelles demandes. Et c'est vrai que là, j'avais encore fin de semaine dernière quelqu'un qui me disait c'est compliqué, la personne ne veut venir travailler qu'une journée par semaine dans l'entreprise. Ce n'est absolument pas possible. Comment je fais? Absolument, mais j'ai interviewé l'autre jour une entreprise 100% full remote et le patron me disait mais moi ils peuvent travailler de la plage, je m'en contrefiche, c'est pas mon problème, je les autorise à travailler d'où ils veulent. Donc c'est sûr que quand on sait pas le cas pour l'entreprise qui est en face, c'est pas toujours évident. Absolument, tout dépend du secteur, oui, bien sûr, et de la plage. Bon, on m'a pas proposé d'animer aujourd'hui depuis la plage en tout cas. Et puis les gens qui ont un peu de recul montrent bien que le full remote est quand même une exception et que c'est extrêmement compliqué de créer un collectif, une marque et une marque employeur. Et dans les leviers qu'on préconise, nous, c'est vraiment de travailler la marque employeur. Aujourd'hui, quand on voit que ce sont des collaborateurs qui recommandent leur entreprise parce qu'on a travaillé le management, la qualité de vie, des objectifs clairs, quoi. La qualité de vie, ce n'est pas travailler le baby-foot, le cours de sophro, etc. Ça, c'est des objectifs clairs, un temps de travail maîtrisé, etc. Là, vous avez des vrais résultats sur la durée. Et ça, en remote, c'est quand même compliqué. Et ça, vous, côté région, est-ce que vous avez une idée, vous avez des chiffres où c'est pas perceptible d'où proviennent vos étudiants? C'est-à-dire, est-ce que vos étudiants d'école d'ingénieurs de la région étaient déjà dans la région avant ou pas? Et ensuite, quand ils sortent de l'école, est-ce qu'ils restent ou est-ce qu'ils vont ailleurs? Alors c'est une donnée qui n'est pas évidente à avoir parce qu'en réalité, on n'a pas nécessairement toute la remontée chiffrée des établissements. Ce qu'on sait, c'est qu'en moyenne, on a 10% des étudiants, enfin en tout cas 10% de plus que d'autres régions qui viennent vraiment de notre région. Ça veut dire que pour le moment, peut-être, ça veut dire qu'on attire un peu moins, peut-être que ça veut dire qu'on a d'abord un sourcing local. Plein de facteurs peuvent rentrer en ligne de compte. Mais ce qui est intéressant dans notre réflexion, et tout à l'heure le président Xavier Bertrand l'a dit, on va avoir un enjeu d'attirer des jeunes qui viennent d'autres régions. Donc tout notre travail dans les années qui viennent, ça va être d'offrir un cadre qui est pertinent, qui est attractif pour des jeunes cadres qui voudraient faire sa vie en région. C'est ça le sujet. Et donc tout le travail on va devoir développer, c'est un travail de marketing territorial pour montrer que le cadre de vie est agréable dans notre région, qu'on offre évidemment des aménités, qu'on a tous les services qui vont bien, on a des écoles de très bon niveau, des grandes écoles de bon niveau pour les enfants qui vont grandir dans notre région, que le cadre de vie, encore une fois, correspond à ce que les gens sont en droit d'attendre dans cette vie qui évolue et qui change beaucoup. On a aussi une préoccupation qui est très importante en région, c'est de s'assurer que on soit en phase aussi avec les besoins des entreprises. C'est un travail que l'on réalise au travers de nos différents schémas. Vous savez, la région, c'est une instance qui aime bien programmer, planifier, s'inscrire dans la durée. Donc on a différents schémas. Au-delà de l'exercice un peu technocratique, c'est aussi un exercice où on se pose et où on réunit tous les acteurs autour de la table et on se pose la question qu'est-ce qu'on va faire ensemble et quels sont les grands enjeux qui sont prioritaires et qui émergent. Et ce que j'ai constaté notamment au travers du schéma d'enseignement supérieur, on a réuni il n'y a pas très longtemps un groupe des territoires qui va travailler à la planification sur l'enseignement supérieur et la recherche. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que les territoires qui n'avaient pas nécessairement l'habitude de travailler ensemble se rendent compte qu'il peut y avoir des synergies. Tout à l'heure, le président a évoqué le cas de Dunkerque et Lille, et naturellement, sans qu'on les ait orientés, lorsqu'on a fait ce travail où chacun des vice-présidents en charge de l'enseignement supérieur dans les territoires parlait de leurs priorités, ils se sont rendus compte qu'il y avait des synergies évidentes à trouver et qu'ils étaient prêts à travailler ensemble. Eh bien, c'est aussi ça le rôle de la région, c'est de rapprocher des territoires, de rapprocher des acteurs qui ne travaillent pas nécessairement spontanément ensemble et qui, à la fin, se rendent compte qu'il y a des évidences qui émergent. Eh bien, nous, on est là pour essayer de rendre ces évidences possibles au travers d'un accompagnement. Alors, la région fait sa pub, fait son marketing. Ça vous parle, ça, Antoine Macret? Est-ce que vous faites un peu pareil pour attirer les ingénieurs chez vous? Évidemment, on passe par le sujet de la marque employeur, par le travail des valeurs pour bien évidemment faire en sorte que les nouveaux arrivants dans l'équipe s'identifient et comprennent ce que nous faisons, pour qui nous le faisons. Donc,
Il y a vraiment ce besoin de donner le sens, mais plus globalement par rapport à notre mission, on se doit de travailler une forme de marque employeur régionale. On est là aussi pour donner du sens au collectif. Si on veut que la région des Hauts-de-France se transforme, il faut effectivement accompagner la région des Hauts-de-France dans sa transformation. Donc c'est les étudiants qu'on veut garder demain en région de France et qui soient demain actifs et acteurs dans cette région. Il faut forcément qu'ils aient compris cet intérêt du travail ensemble, le travail de l'écosystème. Monsieur Lecal le disait, on a un écosystème qui est parfois dense, pas toujours facile à comprendre. C'est à nous, structure de l'écosystème, de le rendre compréhensible, de le rendre lisible. Et c'est surtout, je pense, en ce sens-là qu'on va donner sûrement envie aux étudiants et aux ingénieurs de demain de se dire, tiens, effectivement, en Hauts-de-France, on peut travailler facilement dans tous les secteurs d'activité. C'est bien identifié, les gens savent travailler ensemble. Ça, c'est très, très important. Par le passé, ce n'était pas forcément le cas. Demain, ça doit être encore plus. Donc la transformation, c'est vraiment rendre une organisation intelligente. Pas forcément... alors c'est pour ça que le terme « guerre des talents », il est bien, mais il est un peu provocateur, je le comprends bien. Mais il faut surtout se dire qu'en Hauts-de-France, on ne doit pas avoir de guerre des talents. On doit avoir une capacité à s'interconnecter entre nous et faire en sorte que les talents puissent éventuellement choisir régulièrement leur nouvelle entreprise. Il ne faut pas s'interdire effectivement de se dire à un moment donné, je perds un talent, mais il va servir mon collègue d'à côté. S'il va à Dunkerque, ça va. S'il va à Marseille, ça va moins. On aura moins bien travaillé s'il part à Marseille, mais s'il part à Dunkerque, c'est qu'on aura bien travaillé ensemble. Est-ce qu'il faut reconnecter aussi étudiants et entreprises ? Il le faut, et on a aujourd'hui, on l'observe de plus en plus de nombreuses initiatives comme l'apprentissage qui prend de plus en plus d'ampleur un peu partout en France et en Hauts-de-France. On a un dispositif dont on ne parle pas assez qui est le VTE, le volontariat territorial en entreprise. C'est à peu près en 2022 pas loin de 500 VTE sur le territoire français, un peu plus d'une trentaine en région de France. C'est un dispositif qui est là pour donner un petit peu un coup de pouce à des talents qui sortent des écoles, qui ont le petit truc en plus, et de pouvoir vivre une expérience assez inédite auprès d'un dirigeant, donc d'être un peu son bras droit. Dès que je sors de l'école, j'ai potentiellement l'accès tout de suite à la gouvernance d'une entreprise. Donc ça, ce sont des dispositifs super intéressants. On a bien évidemment les stages, et pour finir, ce qu'on peut observer également souvent, c'est l'entrepreneuriat étudiant. Il y a des étudiants qui sont parfois même pas sortis de leur école, qui ont déjà créé leur entreprise. Et ça, c'est finalement une expérience de vie. On le voit de plus en plus dans les profils qui arrivent sur le marché. Il y a des nouvelles attentes, mais il y a aussi des nouvelles compétences qui se créent par ces jeunes qui ne sont même pas arrivés dans l'entreprise, qui savent déjà comment elle fonctionne. Alors eux sont très désirables et désirés. Dans cette boucle, qui n'est pas vraiment une boucle d'ailleurs à ce stade, entreprise et étudiants, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi rajouter le monde académique, le monde de la recherche ? Alors, donc les écoles d'ingénieurs et les universités se doivent de développer de la recherche de haut niveau. Et donc, il y a effectivement une nécessité d'accroître encore des liens qui existent déjà, hein, mais des liens entre la formation et la R&D. J'ai en particulier en lien avec les expérimentations concrètes qui sont réalisées à travers des démonstrateurs qui ont été encouragés par F3. Parce que la confrontation à la réalité en 3D, dans des conditions réelles, est très vertueuse, parce qu'elle est naturellement interdisciplinaire. Elle encourage une ouverture d'esprit, elle encourage une vision globale des problématiques. Et par ailleurs, je voudrais terminer en questionnant en fait le caractère vertueux ou non de chaque innovation. Il faut arriver à se poser ces questions. Jusqu'à présent, on a supposé que toute l'innovation qu'on évoquait était vertueuse. C'est bien ce qu'on espère. Mais est-ce qu'elles sont toutes vertueuses pour la planète et l'environnement, et aussi socialement, et encouragent l'inclusion? Alors prenons un exemple, l'usage des batteries, donc qui a priori sera un usage vertueux, c'est bien sûr ce qu'on espère, mais si on n'y prend pas garde, il peut y avoir des dérives. Par exemple, si on met beaucoup de batteries dans des voitures pour qu'elles aient des grandes autonomies, donc elles sont plus lourdes, donc elles vont consommer plus d'énergie. Et puis, il faut encore s'assurer que l'énergie est bien une énergie décarbonée, même si ce sera beaucoup le cas en Hauts-de-France, pas nécessairement ailleurs. Même en utilisant des batteries, des véhicules à batterie peuvent très bien avoir des bilans carbone aussi mauvais que des véhicules thermiques si on n'y prend pas garde. Fallait venir sur la table ronde de l'innovation tout à l'heure, en fait. Oui, non, mais ça rejoint aussi ce que vous évoquiez, les entreprises qui
disent qu'elles font du green, du vert, elles sont vertueuses, mais il faut être capable d'identifier les limites aussi. En principe, oui, le bon usage sera vertueux. La question qui se pose, par exemple, est-ce qu'on parle de recherche, c'est est-ce qu'il vaut mieux des véhicules lourds et beaucoup d'autonomie, ou bien trouver un système de recharge pour les longs trajets plus efficient, connecté avec les conducteurs et leurs besoins, donc avec des voitures moins lourdes et des batteries avec moins d'autonomie. Bon, ça, c'est des questions qu'on peut se poser, mais qui socialement sont assez importantes. Et puis, il y a la question du recyclage, mais qui a été évoquée assez largement dans la table ronde précédente, mais c'est très important. L'économie circulaire qui a été évoquée, bien sûr, par Guy Bertrand, mais ce recyclage, quasiment 100% des nouvelles technologies mises en œuvre est vraiment importante aussi. Tout ça, toute cette logique, si on montre cette vertu jusqu'au bout et qu'on n'occulte pas les dérives potentielles, ce sera aussi quelque chose qui sera attractif pour les jeunes qui souhaitent s'engager. Et pour conclure, peut-être une dernière question sur un point très spécifique de ce côté talent, qui est le processus de recrutement. Donc on voit que tout bouge. Est-ce qu'il faut aussi changer la manière de recruter ? Alors, on peut changer la manière de recruter, oui. Je pense que déjà, il faut arrêter de penser court terme. Sinon, on ne peut plus y arriver. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de baguettes magiques. Le marché se tend à certains endroits et à cet endroit-là, qui que ce soit ne peut pas inventer un talent. Et donc, il y a un vrai travail de fond, et je l'ai entendu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'être en partenariat avec les écoles qui nous intéressent pour comprendre les intérêts des jeunes, travailler comment les recruter, etc. Ça, c'est un vrai sujet. Nous, on travaille le recrutement collaboratif aussi, où les candidats viennent vivre une expérience avec l'entreprise et viennent les choisir en ayant vécu avec eux une demi-journée ou une journée, ce qui à la fois permet d'équilibrer les rapports de force qui se passent dans un recrutement. Donc il y a toute une stratégie. Moi, puisque nous sommes dans une ère du marketing et que le marketing doit rentrer aussi dans le recrutement, le seul sujet, c'est comment on fait du marketing qui ait du sens et du fond et qui soit vraiment aligné sur qui vous êtes et ce que vous faites. Et à ce moment-là, je pense que le recrutement commence à vraiment faire ses preuves. J'adorerais développer, mais je ne suis pas sûre qu'on ait le temps. Non, on n'a pas le temps, je suis désolée. Mais c'est amusant parce que j'ai rencontré une entreprise qui faisait un peu ce processus collaboratif, mais avec les seniors, pour donner envie aux seniors de venir travailler dans les cabinets de conseil sans avoir jamais fait du conseil. Ils venaient passer une semaine, voir ce que c'était et choisir si oui ou non ils voulaient faire du conseil. Donc on n'était pas avec les étudiants jeunes, mais avec les seniors. Donc c'est intéressant de voir que ça infuse à différents niveaux. Un grand merci à tous, et puis je suis sûre que vous aurez donné du grain à moudre ou à penser pour la table ronde d'après qui va s'intéresser aux nouvelles énergies où il y a évidemment besoin d'ingénieurs et de talents. Merci beaucoup.